Salut, c'est Doc. Alors aujourd'hui une petite vidéo sur Kaido parce qu'avec le chapitre 795, avec son arrivée, je peux dire que maintenant on a le cerveau, enfin personnellement j'ai le cerveau en vrac, les idées fusent de partout et je me suis dit c'était peut-être bien de faire une vidéo pour mettre vraiment tout ça à plat parce qu'il y a plein de choses que j'aurais voulu dire dans justement ma critique analyse de l'épisode du chapitre 795 et même des choses que j'ai pensé après que je me suis dit putain j'aurais dû en parler. Alors je trouve que c'est vraiment le moment de faire une théorie justement sur Kaido. Alors déjà on va commencer bien sûr par son nom, Kaido, ou l'homme aux 100 bêtes. Déjà il y a le lien avec les bêtes et on sait qu'il y a quelque chose par rapport aux Zoan et il y a quand même quelque chose de bestial qu'il y a vraiment dans son apparence, ne serait-ce que déjà par rapport au tatouage qu'il a avec des sortes d'écailles qui peuvent être soit par rapport aux poissons japonais ou alors par rapport à une bête reptilienne qui peut être un dragon ou qui peut être une hydre, ça je vais revenir plus tard. On a aussi les bracelets qui sont vraiment présents avec des pointes, c'est ce qu'on voit aussi souvent qui est donné par exemple à Cerbère, le chien des enfers par rapport à Hadès. On voit qu'il avait aussi des bracelets comme ça autour du cou ou même au niveau des pattes. Et après, vraiment, l'aspect qu'on a par rapport à tout ce qui est sa moustache super fine ou par rapport à son bouc, ça ferait vraiment penser un petit peu aux guerriers mongols. Et justement, il y en a plein qui avaient fait des recherches, et moi après aussi quand j'ai regardé, je m'aperçois que Kaido est le nom d'un arrière-petit-fils de justement Gengis Khan qui a vraiment mené les grandes invasions mongoles. Et justement, pendant l'époque où Kaido était vivant, il y a eu aussi les invasions des terres japonaises par rapport aux Mongols. Ça s'est passé dans les années 1200, que je dise pas de conneries, 1270 à 1281. Par contre, les Mongols n'ont pas réussi à mener à bien l'invasion parce qu'ils n'avaient pas assez de ressources. Mais là, on voit quand même une certaine relation entre justement Kaido et aussi le fait qu'il recherche un samouraï ou qu'on le voit parfois dans l'île enneigée et on pense d'ailleurs que cette île c'est Wano. Donc là déjà il y a une sorte de relation. Par contre moi ce qui me gêne avec ça, c'est que le reste de son armée qu'on a pu voir dans l'île, qu'on suppose est l'île de Zou, quand ils sont justement contre l'équipage où il y a Senji, les personnes telles que je les vois n'ont pas le physique des 1, c'est-à-dire les physiques des 1, c'est des physiques quand même assez typés asiatiques, quelque chose des fois assez fin avec une petite barbichette et aussi des longues moustaches, et pareil, ne serait-ce que leurs casques, les casques des 1 n'avaient pas, il n'y avait qu'une pointe sur le dessus, ils n'avaient pas des cornes, et là, quand on voit les autres personnes, on les voit plus avec des choses qui ressemblent vraiment aux Vikings. Donc moi, par rapport à Kaido, par rapport justement aux Mongols, j'y crois, mais pas à 100%. Après, quand j'ai fait une autre recherche par rapport au mot justement Kaido, ce que c'était au Japon, il y a un mot qui ressemble vraiment, c'est Kaido avec un O, avec un trait dessus, et ça, c'était pour symboliser les grands taxes au niveau du Japon pendant l'ère Edo, et je vois plus comme le nom justement de Kaido par rapport à une sorte de symbolique. Ça je vais reprendre par rapport aux autres noms, par rapport aux empereurs. On avait par exemple Big Mama, enfin Big Mama justement je fais l'erreur, c'est Big Mom, et Big Mom pour moi ça reprend presque le contexte de la Big Mama, celle qu'on peut avoir de les blacks au niveau des États-Unis où c'est toujours symbolisé les mères de famille vraiment grosses qui font beaucoup à bouffer, mais ça c'est aussi repris par exemple par rapport aux Italiens, et vraiment dans Big Mom, ou que moi je traduirais comme Big Mama, c'est pour ça que des fois je le dis comme ça quand je fais mes vidéos, il y a quand même une grosse relation, il y a une grosse symbolique par rapport à la bouffe et ça colle parfaitement au personnage. Maintenant on va parler de Barbe Noire. Barbe Noire, c'est aussi par rapport au personnage qui a existé dans la piraterie, qui était vraiment très très cruel. Mais moi je vois plutôt Barbe Noire comme la personne symbolisant le mal, symbolisant la fourberie, et aussi en lien par rapport à son fruit démon, qui est le fruit des ténèbres. Et ça, on est vraiment dans le côté dark, on est vraiment dans le côté sombre, on est vraiment dans le côté mauvais. Et ça, c'est en parfaite opposition par rapport à Barbe Blanche. Barbe Blanche,
il n'avait pas il avait pas de barbe noire, il avait pas de barbe, il avait seulement qu'une sorte d'immense moustache qui remontait comme ça. Et Barbe Blanche, lui, c'était plus du côté lumineux, je dirais, entre guillemets, parce que c'est quelqu'un qui était toujours franc, qui était toujours face aux ennemis, il attaquait jamais de dos, et il a jamais tourné le dos à un seul de ses combats. C'est pour ça qu'à la fin, quand il y a sa mort, on voit que son dos est complètement nickel, qu'il n'y a absolument aucun problème, et justement, on voit que le nom qui lui a été donné de Barbe Blanche est en totale opposition par rapport justement à Barbe Noire. Et ce qui est vraiment bien, c'est que Barbe Noire a pris la place laissée vacante par Barbe Blanche. Donc là encore, là-dedans, on a vraiment une symbolique. Et après, par rapport à Shanks, et ben là, je sais pas, là je vois pas la symbolique par rapport à son nom, si vous avez des théories là-dessus. Mais bref, je trouve que Ichiroda, quand il nous donne le nom des personnages, il y a souvent des sortes de jeux de mots, il y a souvent des symboliques. Et là, je trouve que la symbolique du mot Kaido qui symbolise justement, qui représente les grands axes routiers qu'il y avait à une époque pour aller à la capitale, je trouve que c'est vraiment bien parce que ça montrait que c'était un chemin qui partait d'un endroit pour aller jusqu'à la capitale. Et là, par rapport à Kaido, c'est justement en déclenchant la guerre du siècle, il va nous amener, je pense, à la fin de One Piece. Même si la fin de One Piece est encore dans au moins 500 chapitres, il y a encore beaucoup de tomes qui vont venir. Mais je trouve que ce qui va se passer à la fin de One Piece, c'est-à-dire la grande guerre qu'il va y avoir, je pense qu'elle va être justement déclenchée par Kaido, ce qu'il veut faire justement pour chercher la mort. Et c'est lui qui va amener, justement, qui va créer le chemin de là où on est en ce moment depuis son apparition jusqu'à la fin du manga. Donc ça va être tout un cheminement qui va y avoir, qui va être fait à cause de lui. Donc je trouve que le mot Kaido au Japon, qui signifie chemin par rapport à l'ère Edo, est parfaitement représenté par ce personnage. Maintenant, on va parler plus en détail de son aspect physique, comme j'expliquais tout à l'heure par rapport au tatouage, les bracelets, pareil, la moustache et aussi la barbe, donc ça a déjà été fait. Par contre, là maintenant, ce qui est vraiment important par rapport à lui, c'est les cornes qu'on peut voir. Et c'est pas, au début, je pouvais aussi penser que c'était peut-être des cornes qui étaient liées par rapport à une bête qu'il aurait tuée et qu'il aurait fait son manteau. Mais quand on voit justement la ceinture de l'un de ces soldats qui fait partie de son armée, on voit justement qu'il y a son crâne avec justement les cornes. Je suis en train de regarder, bah ouais, c'est bien ça. Donc c'est les cornes. Donc il fait partie de la race des cornus. Et on a beaucoup vu de personnes, de créatures justement avec des cornes dans One Piece. On a par exemple Moria, on a Pizarro aussi dans l'équipage de Barbe Noire. On a bien sûr Oz et aussi Ars. Et pour moi, les géants cornus, dont fait partie justement Kaido, c'est des personnes qui sont un peu comme tous les géants dans One Piece, c'est des personnes qui ont justement une très longue longévité. Très longue longévité, c'est un petit peu redondant comme nom. C'est-à-dire que c'est des personnes qui doivent pour moi vivre au moins 200 et 300 ans. Et ce qu'on voit aussi, qui est pour moi super important au niveau du personnage, c'est qu'on voit qu'il a une sorte de cicatrice ici, mais il n'en a pas sur le reste du corps. Et on a appris, pendant qu'il fait sa chute de l'île Céleste, qui est entre parenthèses soutenue par des ballons, ça, les petits détails comme ça, j'adore. On apprend qu'il a été torturé plus de 1000 fois. Et les tortures dans One Piece, quand on voit par exemple ce qu'il y a dans Impel Down, c'est pas des petits trucs sympas, c'est-à-dire qu'il a dû se prendre plein de coups partout dans le corps, et là on ne voit qu'une seule cicatrice. Donc pour moi, le fait de voir qu'une seule cicatrice, malgré qu'on sache qu'il a été autant torturé, montre qu'il a acquis une sorte de régénération au niveau de son corps, une sorte d'immortalité qu'il a eu après un certain moment. En gros, ce que je veux dire, c'est qu'il a eu une cicatrice qu'on peut voir ensemble. D'ailleurs, cette cicatrice ressemble énormément à celle qu'a Luffy sur le torse. Et après, il a rien. Et comme je l'ai dit, s'il s'est fait des tortures s'il s'est fait plus de 1000 fois torturer, on devrait obligatoirement avoir des cicatrices sur le reste de son corps. Ça lui montrait quand même un certain vécu. Et donc, pour moi, c'est sûr qu'il a acquis son immortalité après avoir reçu sa blessure. C'est-à-dire qu'il s'est passé quelque chose et après, il a eu accès à l'immortalité. Donc, par rapport à ça, je vois deux façons d'être immortel. Premièrement, par rapport à un fruit des mondes, parce qu'on sait que les fruits des mondes donnent des caractéristiques qui peuvent être vraiment badass par rapport à un corps. Et il faut chercher dans les sortes de mythologie par rapport à une créature qui se régénère. Donc on a bien sûr la plus connue qui est justement l'hydre.
Et ça colle parfaitement, c'est-à-dire que Lyd, dès qu'on lui coupait la tête, il y a la tête qui repoussait. Et ce qu'il a dû faire, c'est qu'il a dû, Hercule, il a dû couper toutes les têtes en même temps, les brûler pour éviter que justement ça repousse. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, l'équipage de Kaidu est pour moi une sorte d'équipage qui a un lien avec les Vikings. Et dans la légende nordique, on a Siegfried justement qui a combattu un dragon et il a dû tuer le dragon parce qu'à chaque fois qu'il lui coupait une tête, la tête repoussait et il a dû justement tuer toutes les têtes en même temps. Et je trouve que ça collerait parfaitement au niveau du fruit des monts, c'est-à-dire que ça lui donnerait une sorte de régénération vraiment très importante, c'est-à-dire que dès qu'on lui fait une blessure, tout de suite ça se régénère et ça ne laisse aucune trace. Ça, c'est vraiment ce que je pense. Après, la deuxième façon d'atteindre l'immortalité, c'est tout simplement avec le fruit OPOP Nomi. Doflamingo, c'est que grâce à l'OPOP Nomi, on peut atteindre l'immortalité, mais il faut que le possesseur du fruit décède. Donc si il a cette information, c'est que ce processus s'est déjà passé au préalable. Donc c'est parfaitement logique que Kaidu a pu avoir, il y a plusieurs centaines d'années, qu'il ait pu atteindre justement ce stade d'avoir une sorte d'immortalité par rapport à l'OPOP Nomi. Et je trouve que ce serait vraiment excellent que ça lui donne déjà une sorte que la mort n'a plus d'emprise sur lui, c'est-à-dire qu'il ne peut plus vieillir, que les blessures se régénèrent, mais je trouve que ça serait aussi super badass s'il pouvait avoir aussi une sorte d'action sur le destin, c'est-à-dire que toutes les façons où il aurait de mourir, une faille dans le destin lui permettrait justement de passer outre la mort. Et là, on rejoindrait parfaitement les 40 exécutions qu'il a eues, c'est-à-dire qu'il se fait pendre, la corde se pète, il se fait guillotiner, la lame se pète, et il se fait empaler par comment ça s'appelle cette connerie, pas par une perche, mais par une lance, voilà, et la lance, bien sûr, se brise. Donc je trouve que si l'OP Nomi avait un pouvoir d'immortalité, que ce soit aussi physique, mais aussi au niveau du destin qui permettrait de déjouer la mort, je trouve que ça serait vraiment excellent. Et donc le fait d'avoir cette immortalité et d'être vivant depuis plusieurs centaines d'années lui donne une sorte d'aura vraiment mystérieuse autour de lui. Et ça, c'est quelque chose qui m'a vraiment surpris dans le fait que les trois rois mages qui sont Kid, Apu et Hawkins ne l'aient pas reconnu quand il sort du sol. Pour moi, c'est quand même un empereur, et un empereur doit être connu. Regardez, Shanks, il est connu dans le monde entier. Barbe Blanche était connue aussi dans le monde entier, et par rapport à Big Mom, ça on ne sait pas si justement les gens connaissent son physique, mais ce fait qu'il sorte du sol et que ces mecs là, et pourtant Hawkins est pour moi un mec super intelligent, pareil pour Killer, je pense que Killer est quand même est pour moi le cerveau justement de Kid, Kid est plus un mec plus badass, plus dans l'action et qui oublie un petit peu parfois de réfléchir. Je trouve que c'est vraiment inquiétant de voir qu'ils ne connaissent pas justement le visage de Kaidu, et quand on voit la gueule qu'il a, la forme qu'il a, comment il est mastoc et tout, je trouve que c'est pas un mec justement c'est pas un mec qu'on peut oublier ou qui peut passer justement inaperçu. Et ça, je trouve que ça rajoute une aura vraiment de mystère, de légende autour de lui. Et c'est pour ça que quand on entend Urouge pendant sa chute dire qu'il a été vaincu 7 fois, qu'il a été emprisonné je crois 18 fois, qu'il a été mis à mort 40 fois et qu'il a été plus de 1000 fois torturé, je trouve que ça, on est dans la légende, et qu'il y a peut-être des actions qui ont été faites, il a peut-être été capturé, mais il n'a peut-être pas été capturé, il n'a peut-être pas été vaincu 7 fois, il n'a peut-être pas été capturé 18 fois, enfin bref, il y a des choses qui se sont passées, mais vu qu'il vit depuis longtemps, et vu que c'est quelque chose que les gens qui l'ont vécu maintenant ne sont plus morts, et c'est maintenant que du bouche à oreille, je pense que c'est justement toute une aura de légende qui a été mise autour de lui. Par contre, la seule chose qu'on sait sûr et certain maintenant, c'est qu'il n'existe pas de créature, que ce soit dans les airs, sur terre ou sous l'eau, qui soit plus puissante que lui en 1v1. Ça c'est sûr et certain, ça c'est quelque chose qui a été dit, et justement cette phrase est vraiment importante. On ne dit pas qu'il a été combattu dans les airs, sur terre et sous l'eau, on dit qu'il n'existe pas de créature vivante sous l'eau, sur terre et dans l'air plus fort que lui. Ça montre qu'il peut absolument avoir un fruit démon
pour justement, il n'a pas eu besoin d'aller combattre sous l'eau. On sait qu'il n'existe pas de créature sous l'eau justement. Donc ça c'est par rapport au fait qu'il peut vraiment avoir un fruit démon. Et après d'autres disent, s'il cherche vraiment à crever, pourquoi il ne se jette pas tout simplement sous l'eau et il va aller... Alors justement, s'il a l'immortalité ou si tu lui permets une sorte de régénération ou quoi que ce soit, s'il va aller sous l'eau, ça va rien lui faire, il va même pas mourir noyé ou quoi que ce soit parce qu'il a une sorte entre guillemets d'immortalité. Et même si sous l'eau ça peut anéantir ses pouvoirs, il garde toujours... comment expliquer ça? Pour moi, quand quelqu'un est touché à l'eau, il garde toujours cette capacité de son fruit démon. Regardez par exemple Luffy. Luffy, quand il est plongé dans l'eau, on peut quand même lui tirer la tête pour qu'il aille respirer sous l'eau. Donc, si son fruit démon lui permet d'avoir une sorte d'immortalité par rapport à une régénérescence de son corps, même s'il est sous l'eau, eh ben, il continuera à vivre, puis il aura tout simplement l'air d'un con. Il n'aura plus de puissance parce que l'eau lui annule ses pouvoirs au niveau de la puissance. C'est comme ça que je vois par exemple le fait d'avoir l'eau. Ça lui permet de ne pas utiliser, comment expliquer ça? Ça lui permet de ne pas utiliser la capacité de son fruit démon, mais il a toujours la consistance de son fruit démon. Par exemple, on peut imaginer que, vu que ça fait des centaines et des centaines d'années que Kaido, il a par exemple le fruit démon, comme on a dit, de sorte de l'île, peut-être qu'il a réussi à évoluer son fruit démon pour qu'il ait ça toujours en action, et c'est seulement que quand il va combattre, à la rigueur, il va se transformer en dragon, puis il va vraiment tout blaster. Ça, c'est ce qu'on peut imaginer. Donc s'il est sous l'eau, il a toujours cette conception que son corps ne peut pas crever, mais par contre, il ne peut pas se transformer en île. Je ne sais pas si vous voyez un petit peu la relation, le point vraiment que je veux faire. C'est pour ça, pour moi, qu'il ne peut pas crever en plongeant par exemple dans l'eau. Et c'est pareil, là il est sur une île, même si c'est à 10 000 mètres, il peut quand même avoir conscience qu'il y a quelque chose par rapport peut-être au acquis de l'observation, qu'il y a une île en dessous. Il s'est dit, bah tiens, je vais me casser la gueule sur l'île, ça j'ai pas encore essayé et on va voir si ça marche. Et le seul truc qui s'est passé, c'est que justement, bah, il s'est pris un super mal de tête, mais c'est tout. Maintenant, on va voir la relation qu'il y a justement avec la phrase par rapport à Barbe Blanche. Barbe Blanche, peut-être dans la tête de Kaido, c'était peut-être la seule personne existante dans le monde de One Piece qui était capable de pouvoir par exemple le mettre en défaut, et je pense qu'il a dû aller plusieurs fois faire des combats avec lui. Ça s'est toujours soldé peut-être par des matchs nuls, et peut-être qu'à la fin, peut-être qu'ils étaient amis aussi entre une sorte de fraternité ennemie. C'est très difficile, c'est-à-dire qu'ils avaient ils étaient tous les deux empereurs, donc ils ne pouvaient pas être amis, ça c'est sûr, mais ils avaient une sorte de respect, comme on peut voir le respect qu'avait Barbe Blanche par rapport à Shanks et vice versa. Et peut-être que Barbe Blanche, à un moment en parlant avec lui, disait que l'autre il lui expliquait justement en lui disant, bah moi maintenant je suis immortel et j'aurais bien trouvé des façons de mourir. Peut-être que Barbe Blanche justement lui a expliqué plusieurs façons de crever. Il lui a dit, bah tiens, pourquoi t'essayes pas tout simplement de grimper le truc, et il a pu lui dire le truc, le summum, si vraiment t'arrives vraiment pas à crever, je trouve que le truc que tu peux faire à la rigueur, qui va être vraiment sûr et certain, c'est que tu grimpes en haut d'une île céleste et que tu t'éclates la gueule par terre. Là, normalement, tu peux pas y réchapper, quel que soit ton fruit démon, quel que soit ton pouvoir. Et c'est justement une fois qu'il a essayé et qu'il est tombé à terre et qu'il a dit, Barbe Blanche, tu m'as menti. C'est un peu aussi comme ça qu'on peut le voir, ou alors aussi par rapport au fait que lui, Barbe Blanche, est bien mort et que lui non, malgré tout ce qu'il avait fait pendant les 2 ans après la mort, il n'a pas réussi à rejoindre Barbe Blanche dans la mort. Donc c'est comme ça qu'on peut traduire la phrase qu'il y a, et encore une fois, on est vachement sujet, ne pouvons pas lire le japonais, on est encore dépendant de la traduction française du manga par rapport justement à cette phrase. La dernière chose importante par rapport à Kaido, c'est le déclenchement de la guerre du siècle, qui est pour moi vraiment, je pense qu'on a là vraiment un très très grand tournant au niveau de l'histoire de One Piece. Je pense que cette date va vraiment être marquante, comme celle du début de Marineford a vraiment été un passage hyper important par rapport à One Piece. On le voit justement dire Joker, prépare-toi, on va commencer la guerre, quitte
à foutre le monde à feu et à sang, quitte à emporter le monde avec moi. Peut-être qu'en faisant ça, je vais sûrement réussir à crever. C'est-à-dire que ce mec-là, il est blasé de la vie, il a tout essayé pour crever, il n'a pas réussi. Donc le truc vraiment final, c'est de déclencher une putain de guerre du siècle. Et c'est sûrement pour ça qu'il s'est constitué une armée. C'est-à-dire qu'au préalable, il savait, parce qu'on dit bien que c'est un hobby d'essayer de se tuer, je pense qu'au fond de lui, il savait que il n'allait pas réussir à crever en faisant toutes ces tentatives. Et d'ailleurs, je reprends sur quelque chose que j'ai complètement oublié de parler durant cette vidéo, c'est le fait qu'il ait été emprisonné, le fait qu'il ait été vaincu. Ça veut dire que il a sûrement dû... On dit qu'il est le plus fort en 1v1, mais je pense que quand il combat contre plusieurs personnes tout seul, il a dû être laissé pour mort, donc il a été entre guillemets vaincu, mais à cause de sa régénérescence, il est revenu entre guillemets à la vie et puis il est reparti. Il a été emprisonné justement par la marine ou même par rapport à des pirates. Il pensait peut-être qu'en se faisant torturer à mort, comme on dit, il allait pouvoir justement en crever. Il a peut-être été torturé pendant peut-être pendant une année, puis il a vu que ça faisait rien. Donc là, il a décidé de partir. C'est peut-être moi, c'est comme ça que je vois vraiment toutes les choses qu'on nous raconte. Il a peut-être décidé de se faire emprisonner justement par la marine, pensant que eux, ils allaient peut-être réussir à le crever, mais forcément, les mises à mort ont complètement foiré à cause justement, on ne sait pas pourquoi, mais à cause de son immortalité. Donc c'est comme ça que je vois vraiment toutes les choses qu'on nous explique, le fait qu'il a été vaincu, le fait qu'il a été emprisonné, le fait qu'il a été torturé, le fait qu'il y a eu des mises à mort. Ce n'est pas parce que ce personnage est faible, c'est parce que pour lui c'était peut-être des solutions justement pour trouver la mort. Donc ça c'était vraiment important. Et parmi tout ce qu'il a essayé, le seul truc qu'il voit, c'est maintenant, c'est de déclencher vraiment une guerre. Et peut-être qu'à ce moment-là, il trouvera quelqu'un dans le monde de One Piece qui va le tuer. Et pour pouvoir déclencher cette guerre, il fallait vraiment qu'il ait une très très grande puissance pour justement emmener l'événement déclencheur de cette guerre. Et c'est pour ça qu'il avait autant besoin d'un nombre par exemple de 100 smiles, vu qu'on dit que c'est Kaido l'homme aux 100 bêtes. Et justement, là, il gueule après Doflamingo en lui disant « Là maintenant, il faut que tu me donnes les fruits pour qu'on puisse enfin déclencher cette guerre. » Et c'est sûr et certain qu'il n'est pas au courant que Doflamingo est tombé. Tout simplement, quand l'information est donnée dans le monde entier à travers les journaux, il s'est peut-être passé un délai de 1 à 2 journées après justement la chute, enfin la chute, ouais, la défaite de Doflamingo. Lui, pendant ce temps-là, Kaido, il est parti à la recherche d'une île céleste pour monter justement au-dessus de cette île et après qu'elle se trouve à la bonne disposition pour pouvoir sauter sur une terre qui est juste sur une île justement qui est en dessous. Quand Diaz Drake lit le journal et s'aperçoit que Doflamingo a été déchu, a eu la défaite par rapport à l'eau et par rapport à Luffy, quand il l'annonce justement aux autres membres de l'équipage de Kaido, ils sont partis le chercher, ils disent « Kaido-sama, vous êtes où ?» Donc ça montre qu'il n'est pas avec eux. C'est sûr et certain que pendant qu'ils ont eu la formation, lui, il était en haut de l'île Céleste et qu'il s'apprêtait à sauter. C'est sûr, ou au moins il était à la recherche de l'île Céleste. Ça, c'est sûr et certain. Donc Kaido n'est pas du tout au courant de la défaite de Dofla. Et là, il va avoir l'information justement par Kid, Hawking et Happu. Voilà, c'est Scratchman, ouais c'est ça, Happu. Donc, voilà pour moi quelle va être la suite des choses, c'est-à-dire qu'il va apprendre que Doflamingo n'est plus là, donc il ne peut plus avoir ses 100, enfin la totalité justement de ses hommes-là, parce qu'un mec qui se fait surnommer Kaido l'homme aux 100 bêtes et qui en a que 90, ça passe un petit peu pour un con. Donc là peut-être qu'il va péter un plomb et que les autres en face, ils vont avoir l'anus comme ça. Enfin c'est un truc que je pense, de toute façon on va bientôt voir, le chapitre ne devrait pas tarder à sortir. Bref, j'ai voulu faire une vidéo vraiment pour expliquer tout ce que je ressentais et tout ce que je pensais par rapport à Kaido. Alors vous m'excuserez de la qualité de cette vidéo, j'ai vraiment fait ça, j'ai fait qu'un petit plan au préalable, j'ai fait pas mal, de faire les recherches, ça m'a pris énormément de temps, mais je voulais pas prendre trop de temps justement à faire un montage ou quoi que ce soit, donc je vous envoie vraiment la vidéo brute de pomme. J'avais une théorie normalement qui devait vous être présentée cette semaine, mais je vais décaler cette théorie pour la semaine prochaine pour vous présenter celle-là en comment s'appelle en avant-première.
Tout ça pour vous dire que n'hésitez pas à laisser des commentaires, je les lis tous, même si vous n'êtes pas d'accord avec moi, n'hésitez pas à le dire, je ne le prendrai pas mal, mais essayez de garder quand même une certaine courtoisie. C'est ce que je vous demande parce que des fois j'ai lu certains commentaires qui étaient un petit peu trop belliqueux, même entre vous. Ça c'est un truc que je veux. Je trouve qu'on forme une super communauté, vous êtes tous mes nakamas. Alors même entre vous, quand vous n'êtes pas d'accord de l'un par rapport à l'autre, pas la peine d'insulter la mère de l'autre ou de le traiter de tous les noms. Essayez de garder quelque chose de vraiment courtois. Je veux vraiment que ça soit quelque chose qui soit propre à cette communauté. Vous êtes tous les bienvenus, mais gardez du respect par rapport aux autres, ça c'est super super important. Voilà, j'espère comme d'habitude que vous aurez bien aimé cette vidéo. N'hésitez pas à la partager, parlez-en autour de vous, abonnez-vous, et nous, comme d'habitude, on se dit à bientôt pour de nouvelles aventures One Piece. Et je crois même que la prochaine vidéo, ça sera pour la critique analyse du chapitre 796. Allez, salut!